La porte de l'arrière-cuisine était restée entr'ouverte, juste assez pour qu'un filet de lumière blanche et froide s'échappe du couloir. À l'intérieur, ça sentait les épices séchées, le café fraîchement moulu et ce silence propre aux maisons trop grandes quand tout le monde dort. Là, assise à même le sol, le dos collé au meuble comme si elle voulait disparaître dans le bois, se trouvait Lina Dubois, l'employée de maison. Elle portait son uniforme grenat avec un tablier blanc, les cheveux ramenés sous une résille simple et le regard bas, des yeux enfoncés dans une tristesse qui n'avait pas besoin de mots. Dans ses mains tremblantes, elle tenait une assiette de riz et de lentilles, des restes que quelqu'un avait laissés sur un plateau d'argent des heures plus tôt. Avec une fourchette, elle séparait les grains comme qui compte des piécettes. Elle mangeait lentement, non par délicatesse, mais par peur. Peur que le bruit la trahisse, peur que ce petit réconfort ne se termine trop vite. Au bout du couloir, à plusieurs pas d'elle, Antoine Delacroix, grand entrepreneur en costume sombre, s'était arrêté comme si le sol de marbre de sa propre demeure l'avait frappé à la nuque. Antoine n'était pas un homme habitué à rester immobile. À Lyon, son nom se prononçait avec respect et avec prudence. Propriétaire de groupes d'entreprises, investisseur, invité fréquent des événements où les flashs aveugles et les sourires ne signifient rien. Mais à ce moment-là, les mains jointes devant le corps et la mâchoire serrée, Antoine semblait un étranger dans son propre hôtel particulier. Il était descendu à l'étage de service, cherchant un verre d'eau, car l'insomnie le faisait traîner les pieds. Et ce qu'il avait trouvé, c'était cette scène impossible. Une femme cachée mangeant ce qui n'était pas pour elle, avec le geste de quelqu'un qui demande pardon d'exister. Lina sentit la présence avant de la voir. Il y a des regards qui pèsent. Elle leva la tête d'à peine quelques centimètres, juste assez pour que l'éclat humide de ses yeux rencontre l'ombre de l'homme. Elle se figea, la fourchette suspendue en l'air, sa gorge se noua. « Monsieur » murmura-t-elle, et dans ce mot s'envola toute la dignité qu'elle tentait encore de maintenir. Antoine ne répondit pas immédiatement. Le silence s'étira comme une corde tendue, et la seule musique fut le ronronnement du réfrigérateur au fond, travaillant sans émotion. « Que faites-vous ici » demanda-t-il finalement, d'une voix plus basse que ce qu'il se serait permis lors d'un conseil d'administration. Lina, déglutie, regarda l'assiette comme si la nourriture pouvait expliquer ce qu'elle n'osait pas dire. Puis elle serra le bord de la porcelaine de ses doigts comme si c'était une bouée de sauvetage. « Pardon, je ne voulais pas déranger, Ses lèvres tremblèrent. J'avais juste faim. Le mot « faim » resta en suspens dans l'air, laide, inconfortable, comme une tache sur un tapis cher. Antoine l'entendit comme une accusation, pas contre lui, du moins pas à voix haute, mais sa maison, son système, son ordre parfait, tout résonna soudain comme un mensonge. Lina baissa les yeux, attendant le coup habituel, une réprimande, une menace, un regard de mépris. « Ramassez vos affaires et partez. » Elle l'avait déjà vécu dans d'autres maisons, dans d'autres villes. Elle avait travaillé à Marseille, à Lille, à Bordeaux. Toujours la même chose. De grandes demeures, des règles tacites et des gens qui ne vous regardent jamais dans les yeux. Par instinct, elle serra la fourchette avec force, comme si on pouvait la lui arracher. Antoine fit un pas, puis un autre. La lumière du couloir le découpait contre les étagères, remplies de pots d'épices et de bouteilles alignées par taille. Quand il fut proche, il put voir que Lina ne mangeait pas avec désespoir, mais avec soin, comme qui essaie de faire durer un morceau de paix. Il put voir aussi les cernes, la peau sèche sur les phalanges, le bord effiloché de son uniforme à la manche, des détails qu'on ne voit jamais quand on vit à l'étage, là où les problèmes sont des chiffres sur des écrans. « Lina » dit-il, et en prononçant son nom, ça sonna étrangement, comme s'il ne l'avait jamais dit à voix haute. « Depuis combien de temps faites-vous cela » Elle déglutit de nouveau. La honte lui monta au cou comme une fièvre. « Pas toujours, monsieur, juste ces jours-ci », confessa-t-elle. « Parfois, je n'y arrive pas. » Antoine fronça les sourcils, non parce qu'il ne la croyait pas, mais parce que son cerveau, entraîné à conclure des contrats et à anticiper les risques, ne savait pas où ranger cette réalité. « Vous n'y arrivez pas », répéta-t-il comme si c'était une phrase dans une autre langue. « Avec ce que nous vous payons. » Lina laissa échapper un petit rire, sans joie. Ce n'était pas de la moquerie, c'était de la fatigue. « Avec ce qu'on me paye ici, je paye mon studio, mon abonnement de transport, les médicaments de ma mère et ce que je peux envoyer à mes enfants. » Ses yeux se remplirent. Et quand arrive la fin de semaine, il ne reste plus rien. Antoine sentit un coup au cœur. Ses enfants. Il ne savait rien de tout cela. Il savait que Lina était ponctuelle, silencieuse, efficace. Il savait que personne ne se plaignait d'elle. Il savait que la maison brillait, mais il ne savait pas qu'il y avait une vie derrière l'uniforme. La main de Lina trembla et la fourchette heurta doucement l'assiette, produisant un son trop fort pour ce qu'elle voulait. Ce son sembla tirer le grand entrepreneur de sa paralysie. « Je ne vais pas vous renvoyer pour ça », dit Antoine presque sur la défensive, comme s'il anticipait la peur sur son visage.
Personne ne devrait avoir à se cacher pour manger. Lina leva rapidement les yeux, incrédule. Ses yeux cherchèrent un piège. Les riches, d'après son expérience, ne donnaient rien sans le faire payer d'une manière ou d'une autre. Antoine se pencha légèrement sans s'abaisser complètement, comme si la distance entre eux était un abîme qu'il ne savait comment traverser. « Pourquoi n'avez-vous rien dit ?» demanda-t-il. Lina serra les lèvres. « Parce que… À qui le dire ?» répondit-elle avec une honnêteté crue. « Ici, on est invisible, et quand on parle, on dérange. » Cette phrase frappa Antoine plus fort que n'importe quel titre de presse. Invisible. La maison entière était pleine de gens qu'il ne voyait pas, des gens qui faisaient fonctionner sa vie, des gens qui avaient faim. Antoine se redressa, regarda autour de lui, des étagères parfaites, des paniers en osier, des pots étiquetés, une arrière-cuisine qui ressemblait à un catalogue, et pourtant, une femme assise par terre mangeant des restes, comme si elle commettait un crime. Quelque part dans le couloir, une horloge marqua l'heure d'un subtil tic-tac. Antoine sentit pour la première fois depuis des années que le temps ne lui appartenait pas. « Venez », dit-il soudain, et son ton n'était ni un ordre ni une réprimande, mais quelque chose de plus maladroit, une urgence. Lina se tendit. « Monsieur, je termine et… »« Non, venez s'il vous plaît », insista Antoine. Et ce mot « s'il vous plaît » lui sortit étrange et lourd. Elle hésita. Puis, avec précaution, elle posa l'assiette de côté, s'essuya les lèvres du revers de la main et se leva. Ses genoux craquèrent un peu. Antoine remarqua aussi ce détail. Fatigue physique accumulée. Ils marchèrent dans le couloir en silence. Le grand entrepreneur marchait devant, mais pas avec l'assurance arrogante habituelle. Il allait comme quelqu'un qui entre dans une pièce sombre cherchant quelque chose qu'il a perdu il y a longtemps. Ils arrivèrent à la cuisine principale, énorme, moderne, avec des surfaces brillantes qui reflétaient la lumière. Antoine ouvrit le réfrigérateur comme une confession, sortit un récipient de nourriture, du pain, des fruits. Puis il regarda Lina. « Si vous devez manger, vous mangerez ici, » dit-il. Assise sur une chaise avec un verre d'eau, sans vous cacher. Lina cligna des yeux, déglutissant une boule dans sa gorge. Elle ne savait pas si elle devait remercier ou pleurer. La cuisine était pour elle un territoire étranger, même si elle y travaillait. C'était le cœur de la maison, mais jamais le cœur de sa vie. « Merci, monsieur », murmura-t-elle. Antoine regarda ses mains comme s'il ne savait soudain plus quoi en faire. « Je m'appelle Antoine », corrigea-t-il sans dureté. « Quand les autres ne sont pas là, vous pouvez m'appeler Antoine. » Lina ouvrit la bouche, mais rien n'en sortit. Elle hocha la tête. À peine s'assit-elle lentement, comme si la chaise était fragile ou comme si elle ne méritait pas de l'occuper. Antoine lui servit de l'eau. Il vit Lina boire avec prudence, et le simple fait de boire à la vue de quelqu'un sans peur semblait lui coûter plus que de nettoyer toute la maison. Et là, juste là, à cette seconde où la cuisine devint une scène de vérité, Antoine sentit que quelque chose en lui se brisait. Ce ne fut pas un grand coup, ce fut une fissure silencieuse, la même sorte de fissure qui commence dans un mur parfait et finit par montrer ce qu'il y a derrière. Car Antoine ne vit pas seulement l'employé manger des restes, il vit une femme portant un monde. Il vit un système dont il était propriétaire et complice. Et sans comprendre encore comment, il sut que cette image ne le laisserait plus dormir. Et avant de continuer, laissez-moi vous dire quelque chose. Si cette scène vous a serré le cœur, si vous avez ressenti l'injustice, et aussi cet espoir que quelque chose allait changer, alors ce récit est pour vous. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant car des rebondissements vous laisseront sans voix. Et nous racontons ici des histoires qui non seulement divertissent, mais aussi réveillent le cœur. Et je vous pose une question. De quelle ville écoutez-vous cette histoire? Laissez-le en commentaire. Je veux vous lire car être quelque part, quelqu'un se sent aussi invisible que Lina cette nuit-là. Antoine s'appuya sur le plan de travail, regardant Lina manger à nouveau, plus cachée, mais toujours le dos voûté. Elle porta une bouchée à sa bouche et ses yeux s'humidifièrent. Elle ne pleura pas, elle se retenait. Les gens comme Lina apprennent à ravaler leurs larmes comme ils apprennent à laver la vaisselle vite, sans faire de bruit. « Comment s'appellent vos enfants ?» demanda Antoine, essayant de paraître désinvolte, bien que sa voix ait une tension nouvelle. Lina mastiqua lentement avant de répondre. « Sofia et Matteo », dit-elle. « Sofia a 8 ans, Matteo 5. » Antoine répéta les noms en son fort intérieur comme si c'était un mot de passe. « Ils vivent avec vous ici à Lyon ?» Elle secoua la tête. « Non, ils sont avec ma mère à Clermont-Ferrand. J'envoie ce que je peux et quand j'ai assez, j'y vais les voir. » Mais elle se mordit la lèvre. « Ça fait 3 mois que je ne les ai pas serrés dans mes bras. » Antoine sentit cette phrase comme un coup sec. Il pensa à ses propres enfants à l'étage, endormis dans d'énormes chambres, avec des jouets qu'ils ne touchaient pas, avec des nourrices qui s'occupaient d'eux. Il pensa à la façon dont il leur donnait parfois un baiser distrait avant de partir en réunion. Il pensa à la facilité avec laquelle il pouvait dire « demain » et le tenir. Pour Lina,
Demain était une promesse coûteuse. « Et votre mère » demanda-t-il presque sans s'en rendre compte. « Elle est malade des poumons » répondit Lina. « Elle a besoin d'inhalateurs. Et parfois le médecin, je fais ce que je peux. » Antoine baissa les yeux. « Je fais ce que je peux. » Il disait ça aussi, mais dans son monde, cela signifiait choisir entre deux investissements. Dans le monde de Lina, cela signifiait choisir entre manger ou acheter des médicaments. Un silence étrange s'installa, pas inconfortable, plutôt lourd, comme si toute la maison écoutait. Antoine se dirigea vers la fenêtre de la cuisine, regarda le jardin parfait illuminé par des lumières douces et ressentit de la honte. Pas la honte superficielle du « qu'en dira-t-on », une honte plus dangereuse, celle qui vous oblige à voir toute votre vie et à vous demander à quel moment vous êtes devenu insensible. Lina commença, mais ne trouva pas la fin de la phrase. Elle le regarda, alerte, habituée à ce que tout geste aimable vienne avec une condition. Antoine inspira profondément. « Demain, je veux que vous m'accompagniez au service de la direction administrative, » dit-il. « Nous allons revoir votre salaire et vos horaires, et ce dont vous avez besoin pour ne plus avoir à subir cela. » Lina resta immobile. La peur revint d'un coup, mais mêlée à quelque chose qui lui brûlait les yeux. L'espoir. « Monsieur, je ne veux pas de problème, » dit-elle rapidement. « Si j'ai fait quelque chose de mal, dites-le-moi, et je. » « Vous n'avez rien fait de mal, » l'interrompit Antoine avec fermeté. « Celui qui faisait quelque chose de mal, c'était moi, sans le savoir. » Ces mots si simples firent que Lina prit une grande inspiration, comme si elle avait été sous l'eau. Antoine s'obligea à la regarder de front. « Je croyais qu'il suffisait de payer, » continua-t-il. « Je croyais que ma responsabilité s'arrêtait au chèque. Mais vous, » il désigna le couloir d'où il venait. « Vous mangiez caché dans ma maison, dans une maison où la nourriture abonde. Ça n'a pas de sens. » Lina baissa de nouveau les yeux, car quand quelqu'un de puissant admet une faute, les gens comme elle ne savent pas comment se tenir sans trembler. « Parfois, on s'habitue, » murmura Lina. « À la honte, je veux dire. » Antoine ferma les yeux une seconde. Le mot « s'habitue » lui donna des frissons car lui aussi s'était habitué à ne pas voir. À cet instant, de l'étage, parvint un son doux, comme un petit gémissement, un enfant. Antoine ouvrit brusquement les yeux. « Vous avez entendu » demanda-t-il. Lina hocha la tête. « Ce doit être la petite Léa, » dit-elle. Et sa voix changea de ton naturellement, douce, maternelle. Parfois, elle se réveille avec des cauchemars. Antoine se tendit. Léa était sa fille cadette de 6 ans. Depuis le décès de son épouse, 1 an auparavant, Léa avait de mauvaises nuits et Antoine s'était réfugié dans le travail, dans les chiffres, dans l'idée que la douleur se réglait par le contrôle. Mais la douleur ne connaît pas le contrôle. La nourrice est avec elle, dit Antoine comme s'il voulait se convaincre. Lina hésita. Aujourd'hui, la nourrice est partie tôt parce que son fils est tombé malade. Je suis restée attentive au cas où il se passerait quelque chose. Antoine sentit un autre pincement. Lina, affamée, fatiguée, avec son monde sur les épaules, et pourtant s'occupant de sa fille. « Pourquoi ?» demanda-t-il. Et ce n'était pas une question de patron, c'était une question d'homme brisé. « Pourquoi êtes-vous resté ?» Lina regarda l'assiette déjà presque vide. « Parce que les enfants n'ont rien demandé, » répondit-elle. « Et parce que depuis que votre femme n'est plus là, on sent qu'il manque un câlin à la petite. » Antoine serra le plan de travail. La vérité lui entra comme un couteau. Il manquait un câlin à sa fille et il n'était pas là. Antoine se dirigea vers l'escalier, mais avant de monter, il se retourna. « Quand vous aurez fini, montez, » dit-il à Lina. « Je veux que vous me montriez la chambre de Léa et comment vous la calmez quand elle se réveille. » Lina ouvrit les yeux, surprise. Il n'était pas courant que le grand entrepreneur demande à apprendre quelque chose qui ne le regardait pas. « D'accord » murmura-t-elle. Antoine monta lentement, et chaque marche résonna comme un jugement. Arrivé dans le couloir des chambres, il entendit la voix de Léa entrecouper l'appeler. « Papa !» La voix était petite, fragile. « Papa, tu es là ?» Antoine s'arrêta devant la porte. Pendant une seconde, il eut peur d'entrer, peur de ne pas savoir quoi dire, peur de découvrir que l'amour aussi peut se perdre par l'absence. Il entra. Léa était assise sur le lit, serrant une peluche. Ses yeux étaient rouges. En le voyant, elle tendit une main tremblante. « J'ai rêvé que maman partait encore, » dit-elle. Antoine déglutit, s'approcha, s'assit au bord du lit, et pour la première fois depuis des semaines, serra sa fille dans ses bras avec intention, pas avec hâte. « Je ne pars pas, » lui promit-il, bien qu'il ne sût pas s'il pouvait tenir sa promesse. Léa s'accrocha à son cou. « Je t'ai entendu en bas, » murmura-t-elle. « Avec qui parlais-tu » Antoine sentit son cœur se serrer. « Avec Lina, » répondit-il. « Elle travaille ici, et elle m'a aidé à comprendre quelque chose d'important. » Léa se sépara un peu et le regarda. « Lina est gentille, » dit la petite avec une certitude absolue. « Quand je pleure, elle me chante doucement. » Antoine ferma les yeux un instant. «
Comment était-il possible que sa fille connaisse la bonté de Lina mieux que lui? Une demi-heure plus tard, Lina monta d'un pas timide. Elle resta à la porte comme si le couloir des chambres n'était pas son territoire. Antoine la vit depuis la chambre de Léa. « Entrez », lui dit-il. Lina entra doucement. Léa la regarda et son visage s'illumina. « Lina » murmura-t-elle, et elle tendit les bras. Lina hésita, regardant Antoine, attendant la permission. Antoine hocha la tête. Alors Lina s'approcha et serra la petite dans ses bras avec une tendresse qui fendit l'air. Léa posa sa tête sur son épaule et Lina lui caressa les cheveux comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. « Tu veux que je te chante ?» demanda Lina. Léa hocha la tête. Lina commença à chanter une douce berceuse à voix basse. Antoine resta à regarder depuis le coin, sentant que quelque chose dans sa poitrine se relâchait, comme une cravate enfin dénouée après des années. Quand la petite se fut calmée, Antoine parla à voix basse pour ne pas rompre le moment. « Lina, dit-il, je ne savais rien de tout ça. » Elle ne cessa de caresser les cheveux de Léa. « Vous avez eu beaucoup sur les épaules, monsieur Antoine, » répondit-elle sans accuser, juste avec vérité. La maison s'habitue à continuer de fonctionner même si quelqu'un manque, mais les enfants ne s'habituent pas de la même manière. Antoine sentit la leçon comme une vague. Dans son monde, tout pouvait être remplacé. Un directeur, un fournisseur, une voiture, un plan, mais pas le câlin d'une mère. Quand Léa s'endormit, Lina se leva avec précaution, comme si le sommeil était une chose fragile. Antoine l'accompagna dans le couloir. « Merci », dit-il, et pour la première fois ce mot sonna comme il se devait, comme une dette. Lina baissa les yeux. « Je fais juste mon travail. » Antoine secoua la tête. « Vous faites plus que ça. » Et moi, sa voix se brisa à peine. J'ai vécu comme si les gens ici n'étaient que des éléments du mobilier. Lina ne répondit pas, car parfois, quand quelqu'un de puissant commence à voir, il vaut mieux laisser le silence achever le travail. Antoine la regarda s'éloigner dans le couloir de service. Et alors, juste au moment où elle allait tourner au coin, Antoine vit quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant, un bracelet en fil à son poignet usé avec deux initiales minuscules, S et M, Sofia et Matteo. Antoine resta immobile. Ce bracelet était un rappel d'une vie que Lina portait même en nettoyant les salles de bain des autres. Un rappel qu'elle n'était pas l'employée, elle était une mère. Cette nuit-là, Antoine ne retourna pas dans sa chambre. Il resta dans son bureau, regardant des documents qui ne signifiaient plus rien. Il ouvrit son ordinateur portable, vérifia des chiffres, des contrats, des budgets, mais l'image de Lina mangeant des restes par terre lui brûlait l'esprit comme une photo fixe. Cependant, ce qui le détruisait le plus, ce n'était pas la fin de Lina, c'était sa propre cécité. C'était de réaliser qu'il avait construit un empire, et pourtant il avait échoué sur l'essentiel, l'humanité. Près de l'aube, il entendit des pas légers dans le couloir. C'était Lina, prête à commencer la journée, comme si rien ne s'était passé, comme si la honte n'avait pas tremblé dans sa gorge quelques heures plus tôt. Antoine sortit et l'arrêta d'un geste. « Lina », dit-il. Elle resta immobile. « Bonjour, monsieur Antoine. » Antoine inspira profondément. « Aujourd'hui, nous allons arranger ça, » dit-il. « Pas seulement votre salaire, pas seulement la nourriture, tout. » Lina fronça les sourcils, confuse. « Tout quoi ?» Antoine regarda autour de lui. La maison, le personnel, les couloirs qui ressemblaient à des labyrinthes. « Ma vie », répondit-il avec une honnêteté qui l'effraya lui-même. « Parce que la nuit dernière, j'ai réalisé que j'avais tout, mais que j'étais vide. Et vous, avec moins que ce que vous méritez, vous pouvez encore mieux prendre soin de mes enfants que moi. » Lina ouvrit la bouche, mais ne dit rien. Parfois la vérité laisse sans voix. Antoine fit un pas de plus. « Je veux vous aider à faire venir vos enfants à Lyon. » Il laissa échapper d'un coup, comme si, s'il ne le disait pas à ce moment-là, il allait se dégonfler. « Je veux que vous ayez un logement décent et que vous n'ayez plus jamais faim. » Lina se figea. Ses yeux se remplirent de peur et de suspicion, parce que les grandes promesses apportent souvent de la douleur. « Pourquoi ?» demanda-t-elle dans un murmure. « Qu'est-ce que vous voulez en retour ?» Antoine sentit un coup à l'estomac. Qu'elle pense ainsi était logique. C'était la vie qui lui apprenait à se méfier. « Rien, » dit-il et sa voix fut ferme. « Je ne veux rien en retour. Je veux juste faire ce qui est juste. » Lina serra la mâchoire. « Ce qui est juste », répéta-t-elle comme pour goûter le mot. « Ce qui est juste n'arrive presque jamais pour des gens comme moi. » Antoine la regarda avec une douleur honnête. « Alors, nous allons le faire arriver, » répondit-il. Même s'il est tard, Lina déglutit, et dans ses yeux apparut ce mélange dangereux d'espoir et de terreur. L'espoir que quelque chose change, enfin, et la terreur que ce soit un mensonge. Et ainsi, dans le couloir d'un hôtel particulier à Lyon, alors que le matin commençait à illuminer les bocaux de l'arrière-cuisine, Antoine Delacroix sentit que le destin lui réclamait une dette qu'il ignorait avoir. Car ce qu'il avait vu cette nuit-là, une femme se cachant pour manger des restes, n'était pas seulement une scène triste, c'était un miroir,
et le reflet ne pouvait être ignoré. Mais Antoine ne savait pas encore le pire, ni ce que cette vérité allait éveiller, car l'histoire de Lina n'était pas seulement la fin, c'était un secret enfoui, un secret qui, lorsqu'il serait révélé, allait secouer cette maison depuis ses fondations et changer la vie du grand entrepreneur pour toujours. Le matin dans l'hôtel particulier Delacroix se leva différemment, bien que rien ne semblât avoir changé à première vue. Le soleil entrait par les larges baies vitrées de la salle à manger principale, illuminant la longue table de bois poli, où chaque assiette était placée avec une précision mathématique. L'arôme du café fraîchement moulu se mêlait à celui du pain grillé et du jus d'orange frais. Tout semblait parfait comme toujours. Mais au fond d'Antoine Delacroix, quelque chose ne collait plus. Il restait debout près du bout de table, sa veste à moitié boutonnée, malgré la douce chaleur de Lyon. Il n'avait pas dormi plus d'1 heure. L'image de Lina, assise par terre dans l'arrière-cuisine, mangeant des restes comme si c'était un crime, se répétait dans son esprit, encore et encore. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait le tremblement de ses mains, la peur dans sa voix en prononçant le mot « faim ». Depuis la cuisine, Lina observait la salle à manger avec sa routine apprise. Elle servait le petit déjeuner avec des mouvements précis, silencieux. Personne n'aurait imaginé qu'elle s'était cachée des heures plus tôt, suppliant de ne pas être découverte. Son visage était serein, mais ses yeux avaient une profondeur différente, comme si elle aussi savait que quelque chose avait bougé dans l'équilibre invisible de la maison. Léa descendit les escaliers dans son pyjama rose et les cheveux ébouriffés. « Bonjour, papa », dit-elle d'une voix encore endormie. Antoine la regarda différemment ce matin-là, non pas comme l'homme d'affaires qui vérifie des horaires, mais comme un père qui commence tout juste à réaliser ce qu'il a perdu. « Bonjour, princesse », répondit-il, et cette fois son sourire était authentique. Léa regarda autour d'elle. « Lina est déjà réveillée ?» Antoine remarqua le naturel avec lequel sa fille prononçait ce nom. Ce n'était pas l'employé, c'était Lina. « Oui », répondit-il. « Elle est dans la cuisine. » Léa descendit de sa chaise et courut vers la porte. « Lina !» Lina apparut avec un torchon à la main, surprise par l'enthousiasme. « Bonjour, ma petite », salua-t-elle avec douceur. Léa l'embrassa sans hésiter. Ce geste simple et spontané serra le cœur d'Antoine comme si quelqu'un lui montrait une scène qu'il aurait dû voir des mois plus tôt. Pendant le petit déjeuner, Antoine observa des détails qui auparavant passaient inaperçus. Il vit Lina surveiller discrètement que Léa mangeât bien. Il la vit lui tendre le verre avant que la petite ne le demande. Il vit cette connexion silencieuse qui se construit dans les espaces où la douleur a besoin de réconfort. Quand les enfants eurent terminé et partirent au jardin avec la gouvernante, Antoine demanda à Lina de rester. Elle se tendit légèrement. « Oui, monsieur Antoine. Je veux que vous me racontiez toute la vérité, » dit-il en lui désignant une chaise en face de la table. Lina hésita, regarda le sol. S'asseoir là, en face du maître de maison, n'était pas habituel. « Il n'est pas nécessaire que je m'assoie, » essaya-t-elle de dire. « Si, ça l'est, » répondit-il avec une ferme tranquillité. « Si nous allons parler, nous allons le faire face à face. » Lina obéit avec prudence. Elle s'assit au bord de la chaise comme si elle était prête à se lever à tout moment. Antoine inspira profondément. « Hier soir, vous m'avez dit que vous n'y arriviez pas, » commença-t-il. « Je veux savoir exactement comment vous vivez. » La question n'était pas une accusation, mais une tentative de compréhension. Malgré tout, Lina sentit la vieille peur lui parcourir le dos. « Je gagne ce qui a été convenu, monsieur. Je ne me plains pas, » dit-elle automatiquement. Antoine secoua la tête. « Je ne veux pas entendre la bonne réponse. Je veux entendre la vérité. » Cette nuance changea quelque chose. Lina leva les yeux. Pour la première fois, elle ne vit pas le patron, mais un homme confus. « Je paye un studio dans un quartier populaire de la périphérie lyonnaise, » commença-t-elle doucement. « C'est petit, partagé. Parfois, il n'y a pas d'eau, parfois pas d'électricité. J'envoie de l'argent à ma mère pour les médicaments. Sophia a besoin de nouvelles fournitures scolaires. Matteo. » Sa voix se brisa à peine. « Matteo veut s'inscrire à des cours de foot. » Antoine écoutait sans interrompre. « Je pensais pouvoir économiser plus, » continua-t-elle. « Mais quand les prix augmentent, il manque toujours quelque chose. Et quand on envoie le peu qu'on a, ici, on se retrouve avec moins. Combien vous reste-t-il par mois pour vous ?» demanda Antoine. Lina hésita, honteuse. Certaines semaines, rien. Le silence qui suivit fut plus lourd que n'importe quel reproche. Antoine s'appuya sur la table, sentant que chaque mot était une révélation inconfortable. « Combien de fois avez-vous eu faim ici ?» Lina baissa les yeux. Autant de fois que nécessaire pour que personne ne le remarque. Cette phrase frappa fort. Antoine ressentit un mélange de rage et de culpabilité. « Pourquoi ne m'en avez-vous pas parlé ?» Elle le regarda avec une honnêteté brutale. « Parce que les gens comme vous n'ont pas l'habitude d'entendre ça et parce que quand on a trop besoin, on dérange. » Antoine serra les poings. « Ça va changer. » Lina fronça les sourcils. « Monsieur,
Avec tout le respect que je vous dois, j'ai déjà entendu ça. Antoine la regarda fixement. J'ai aussi entendu beaucoup de promesses dans ma vie, mais ce n'est pas une promesse, c'est une décision. Il se leva et se dirigea vers la fenêtre. Il regarda le jardin impeccable, les haies taillées avec précision, tout sous contrôle, sauf l'essentiel. Aujourd'hui même, nous allons ajuster votre salaire, continua-t-il. Mais pas seulement ça, je veux revoir les conditions de tout le personnel. Personne ici ne devrait avoir à se cacher pour manger. Lina sentit une boule dans la gorge. Cela pourrait causer des problèmes, monsieur. Pour qui? Demanda-t-il. Elle hésita. Pour vous, pour l'entreprise, pour l'image. Antoine laissa échapper un rire bref et amer. Mon image ne vaut pas plus que la dignité de ceux qui travaillent avec moi. Cette phrase resta suspendue entre eux. Mais ce qu'Antoine ne savait pas encore, c'est que l'histoire ne se limitait pas à la pauvreté de Lina. Il y avait quelque chose de plus profond, quelque chose qui expliquait son regard fatigué, sa façon d'embrasser Léa avec tant d'intensité. « Qu'est-ce que vous ne me dites pas d'autre » demanda-t-il soudain. Lina sentit son cœur s'accélérer. « Rien », Antoine l'observa attentivement. « Hier soir, vous avez mentionné que votre mère est malade, mais quand vous chantiez à Léa, vous sembliez chanter pour quelqu'un d'autre. » Lina ferma les yeux une seconde. « Je chante aussi pour mes enfants », admit-elle. Antoine inclina la tête. « Alors dites-moi la vérité complète. » Elle inspira profondément. « Mon mari est mort il y a 2 ans, dit-elle finalement. Il travaillait sur un chantier. Il est tombé d'un échafaudage. Il n'y avait pas d'assurance. Il n'y a pas eu d'indemnisation. » Antoine sentit un coup sec dans la poitrine. « Depuis, continua-t-elle, je suis tout pour mes enfants. » La cuisine resta silencieuse. Le bruit lointain du jardin semblait étranger. « Et c'est pour ça que vous êtes venu à Lyon ?» demanda-t-il. Lina hocha la tête. « À Clermont-Ferrand, je ne trouvais pas de travail stable. Ici, au moins, j'ai ça. » Ça. Un petit mot pourtant de sacrifice. Antoine sentit que chaque couche de sa vie confortable s'effondrait. L'employée qu'il voyait chaque jour n'était pas seulement une travailleuse silencieuse. C'était une femme qui avait perdu son mari, qui élevait des enfants à distance, qui envoyait chaque euro comme si c'était de l'or. « Vous ne méritez pas de vous cacher pour manger », dit-il d'une voix ferme. Lina le regarda, mais cette fois il n'y avait pas de méfiance dans ses yeux. Il y avait de la fatigue et un espoir timide. « Monsieur Antoine », murmura-t-elle, « je ne veux pas de charité. »« Je ne vous offre pas la charité, » répondit-il. « Je vous offre la justice. » Le mot résonna dans l'air. À cet instant, la porte principale s'ouvrit avec force. Le bruit abrupt interrompit le moment. C'était Mathieu, le frère d'Antoine et associé dans plusieurs entreprises. Il avait les sourcils froncés et son portable à la main. « Antoine, il faut qu'on parle », dit-il d'un ton urgent. « Maintenant. » Mathieu s'arrêta en voyant Lina assise à table. « Que fait-elle ici » demanda-t-il sans dissimuler son agacement. L'ambiance changea immédiatement. Lina se leva instinctivement. « Pardon, monsieur », murmura-t-elle. Antoine sentit une étincelle de colère. « Elle est ici parce que je lui ai demandé de s'asseoir », répondit-il avec froideur. Mathieu leva un sourcil. « Depuis quand mêles-tu les affaires de service à la famille ?» Antoine fit un pas en avant. « Depuis que j'ai compris que le service n'est pas une catégorie inférieure. » Mathieu le regarda avec incrédulité. « Que se passe-t-il » Antoine inspira profondément. « Il se passe que la nuit dernière, j'ai découvert quelque chose qui ne devrait pas arriver dans ma propre maison. » Mathieu croisa les bras. « Et ça serait » Antoine regarda Lina, puis son frère, qu'une de mes employées mangeait des restes cachés parce que son salaire ne lui suffit pas. Le silence fut immédiat. Mathieu laissa échapper un petit rire sec. « Ce n'est pas ta responsabilité personnelle. » Antoine le regarda avec dureté. « Bien sûr que si. » Mathieu secoua la tête. « Si tu commences à t'impliquer émotionnellement avec chaque employé, tu perdras le contrôle. » Antoine sentit la vieille logique d'entreprise se heurter à la nouvelle fissure qui s'était ouverte en lui. « Être que le contrôle n'est pas le plus important, » dit-il avec un calme dangereux. Mathieu le regarda comme s'il ne reconnaissait pas l'homme en face de lui. « Tu réagis à cause d'une scène sentimentale ?» Antoine fit un pas de plus. « Je ne réagis pas. Je vois la réalité pour la première fois. » Mathieu resta silencieux quelques secondes. « Si tu augmentes les salaires sans revoir les budgets, ça affectera la rentabilité. » Antoine le soutint du regard. « Alors nous reverrons les budgets. » Mathieu soupira. « Tu te lances dans quelque chose d'inutile. » Antoine secoua la tête. Ce qui était inutile, c'est qu'elle ait eu faim ici. Lina resta immobile, sentant que sa vie était discutée comme si c'était un projet de plus. Antoine se tourna vers elle. « Lina, vous pouvez vous retirer pour l'instant. » Elle hocha la tête et sortit en silence, mais le cœur battant fort. Quand la porte se referma, Mathieu parla à voix basse. « Tu ne peux pas laisser l'émotion guider tes décisions, Antoine. » Antoine le regarda avec une clarté nouvelle. « Être que c'est pour ça que j'ai été vide si longtemps. » Mathieu ne répondit pas, et tandis que les frères discutaient de chiffres et de principes,
Lina marchait vers la chambre de service, l'esprit en ébullition. Elle ne savait pas si ce qui avait commencé ce matin serait son salut ou le début de quelque chose qui pourrait tout briser. Car parfois, quand quelqu'un de puissant décide de changer, non seulement sa vie se transforme, mais des résistances, des secrets, des intérêts cachés se réveillent aussi. Et Lina ne savait pas encore que la mort de son mari n'avait pas été un simple accident et que cette vérité enfouie depuis des années était sur le point d'éclater. Et quand cela arriverait, cela ne changerait pas seulement son destin, cela changerait celui d'Antoine pour toujours. Le reste de la journée à l'hôtel particulier de la Croix ne fut pas normal. Rien n'explosa, personne ne cria. Il n'y eut pas de scène dramatique devant le personnel, mais l'air changea. Il se fit plus dense, comme quand une tempête est sur le point de tomber sur Lyon, et que les nuages n'ont pas encore déchargé, mais le ciel n'est déjà plus le même. Après la discussion avec Mathieu, Antoine s'enferma dans son bureau. Il ferma la porte à clé, ce qu'il faisait rarement. Sur le bureau, il y avait des contrats, des dossiers de rapports financiers, des graphiques de croissance et des projections trimestrielles. Tout ce qui, pendant des années, avait défini sa vie, mais maintenant ces feuilles semblaient du papier vide. Il ouvrit son ordinateur portable et commença à consulter les registres de paie du personnel domestique. Chaque nom était une histoire qu'il n'avait jamais interrogée. Lina Dubois, Julia Martin, Éric Lefebvre, ancienneté, horaire, salaire. Tandis qu'il faisait défiler le curseur sur l'écran, il se souvint des paroles de Mathieu. Si tu commences à t'impliquer émotionnellement avec chaque employé, tu perdras le contrôle. Mais qu'était réellement le contrôle? Un système qui fonctionnait sans regarder les personnes qui le soutenaient. Antoine ferma les yeux un instant et revit Lina par terre avec l'assiette de riz et de lentilles à la main. Non, ce n'était pas du contrôle, c'était de l'indifférence. Pendant ce temps, dans la chambre de service, Lina était assise au bord de son lit étroit. Le petit espace avait une fenêtre qui donnait sur l'arrière de la maison. De là, elle pouvait voir le haut mur qui séparait l'hôtel particulier du reste du monde. Un mur qui lui avait toujours semblé symbolique. Elle tenait son portable entre les mains. Elle regardait l'écran sans oser appeler. Finalement, elle composa le numéro de sa mère à Clermont-Ferrand. « Allô ?» répondit la voix fatiguée de l'autre côté. « Maman, c'est moi. Lina, ma fille, tout va bien ?» Lina hésita. « Oui, enfin, je ne sais pas. » Sa mère garda le silence. « Il s'est passé quelque chose ?» Lina inspira profondément. « Monsieur Antoine m'a vu hier soir manger dans l'arrière-cuisine. » Il y eut un silence tendu. « Il t'a renvoyé ?» demanda sa mère avec peur. « Non, c'est ça qui est étrange. » Lina serra le téléphone contre son oreille. « Il dit qu'il veut t'aider, qu'il va augmenter le salaire, qu'il veut que je fasse venir les enfants. » De l'autre côté, sa mère soupira profondément. « Ma fille, sois prudente. » Le mot tomba lourd. « Tous les riches n'aident pas sans rien attendre en retour, » continua la femme. « Tu le sais. » Lina regarda le mur blanc devant elle. « Oui, je sais. Qu'est-ce que tu ressens, toi ?» Lina ferma les yeux. « Je sens que c'est différent, mais je sens aussi de la peur. » Sa mère ne répondit pas immédiatement. « La peur parfois protège, » dit-elle finalement, « mais elle peut aussi t'empêcher de voir une opportunité. » Lina resta silencieuse. « Je ne veux pas que mes enfants grandissent loin de moi, » murmura-t-elle, « mais je ne veux pas non plus qu'ils dépendent de quelqu'un qui pourrait changer d'avis. »« Alors ne dépends pas, » répondit sa mère. « Accepte l'aide, mais garde ta dignité. » Lina hocha la tête, même si sa mère ne pouvait pas la voir. Après avoir raccroché, elle resta assise quelques minutes de plus, pensant à son mari, à Diego, au jour où elle l'avait vu partir pour le chantier et ne jamais revenir. La construction où Diego travaillait appartenait à une entreprise sous-traitante. Elle se souvenait du nom, même si elle ne l'avait pas prononcé depuis longtemps. Construction de la Vallée. Ce nom lui donnait des frissons. Dans le bureau, Antoine fit une pause dans sa révision. Il ouvrit un vieux dossier dans le classeur latéral, des documents d'investissement passés, des projets immobiliers. Il cherchait sans savoir exactement quoi, jusqu'à ce qu'il le trouve. Un contrat de participation minoritaire dans une entreprise de construction locale, signé 3 ans auparavant. Construction de la Vallée. Antoine fronça les sourcils. Il ne se souvenait pas des détails du projet. Ça avait été un petit investissement dans un vaste portefeuille. Son équipe s'occupait de la supervision. Lui intervenait rarement directement, mais le nom l'inquiéta. Il prit le téléphone et appela son assistante. « Chloé, j'ai besoin de tous les rapports de sécurité des constructions de la Vallée des 5 dernières années. »« Bien sûr, monsieur, » répondit-elle, surprise par la demande inattendue. Antoine raccrocha et s'adossa à sa chaise. Une suspicion commençait à prendre forme. Quelques heures plus tard, Mathieu revint au bureau sans frapper. « Nous avons une réunion avec les investisseurs dans 2 heures, » annonça-t-il. Antoine ne leva pas les yeux. « Annule-la. » Mathieu resta immobile. « Pardon, annule-la. Reporte-la. »« Antoine, tu ne peux pas. » Antoine leva les yeux avec une fermeté nouvelle. « Si, je peux. »
Mathieu l'observa avec une inquiétude croissante. Tu agis de manière impulsive? Antoine secoua lentement la tête. J'agis de manière consciente pour la première fois depuis longtemps. Mathieu soupira. Ça a un rapport avec l'employé. Antoine garda le silence. Ce fut une réponse suffisante. Mathieu se passa la main sur le visage. Tu ne peux pas risquer le business pour une triste histoire. Antoine se leva. Ce n'est pas une triste histoire, c'est une injustice. Mathieu le regarda fixement. Le monde est rempli d'injustices. Antoine fit un pas vers lui, mais celle-ci est sous mon toit. Les mots résonnèrent dans le bureau. Mathieu resta silencieux. Pendant ce temps, Lina aidait Léa avec ses devoirs dans la salle de jeu. La petite dessinait une maison avec des crayons de couleur. « Où sont Sophia et Matteo ?» demanda-t-elle soudain. Lina sourit avec tendresse. « À Clermont-Ferrand, mon amour. » Léa fronça les sourcils. « Pourquoi ne vivent-ils pas avec toi ?» La question était directe, innocente. Lina inspira profondément, parce que parfois, les adultes doivent aller loin pour travailler et pouvoir donner de meilleures choses à leurs enfants. Léa resta pensive. « Ce n'est pas juste. » Lina lui caressa les cheveux. « Parfois, la vie met du temps à être juste. » Léa leva les yeux. « Mon papa peut arranger ça. » Lina sentit une boule dans la gorge. « Ton papa ne peut pas tout arranger. » Mais au fond, une partie d'elle commençait à se demander si cette fois, peut être que oui. Dans l'après-midi, Chloé arriva au bureau avec un épais dossier. « Voici les rapports des constructions de la vallée, » dit-elle en les posant sur le bureau. Antoine ouvrit le premier. Rapport d'accident du travail. Nom de l'employé. Diego Dubois. Le cœur d'Antoine s'arrêta une seconde. Date. Il y a 2 ans. Cause. Chute d'échafaudage sans harnais de sécurité adéquat. Antoine sentit un frisson lui parcourir le dos. Il continua de lire. Enquête interne classée sans suite pour manque de preuves. Pas d'indemnisation formelle. Antoine serra les dents. Son entreprise avait une participation actionnariale dans cette entreprise de construction. Il n'était pas l'actionnaire principal, mais il en faisait partie. Il se leva brusquement. Mathieu appela par l'interphone. « Viens, tout de suite. » Mathieu entra quelques minutes plus tard. Antoine lui jeta le document sur le bureau. « Tu savais ça ?» Mathieu lut rapidement. « Des accidents arrivent dans le bâtiment. » Antoine le regarda avec incrédulité. « C'est le mari de Lina. » Mathieu leva les yeux et Antoine frappa le bureau. « Et nous sommes investisseurs dans cette entreprise. » Mathieu fronça les sourcils. « Minoritaire. Nous ne gérons pas les opérations, mais nous recevons des bénéfices. » Le silence était lourd. Mathieu parla d'un ton froid. « Tu ne peux pas assumer une responsabilité directe. » Antoine le regarda fixement. « Je ne parle pas de responsabilité légale. Je parle de responsabilité morale. » Mathieu soupira. « Si tu commences à examiner chaque investissement selon ce critère, tu vas démanteler la moitié de notre portefeuille. » Antoine resta silencieux. Peut-être était-ce exactement ce qu'il devait faire. Cette nuit-là, tandis que la maison s'enfonçait dans son calme habituel, Lina retourna à l'arrière-cuisine, non pour se cacher, juste pour ranger. Elle s'arrêta devant les étagères remplies. Elle se souvint de la nuit précédente. Elle ne ressentait plus la même honte, mais une inquiétude croissante. Antoine apparut à la porte. Elle se tourna lentement. « Monsieur Antoine », il la regarda avec une intensité différente. « J'ai besoin de vous parler. » Lina sentit son cœur s'accélérer. « C'est à cause de ce matin ?» Antoine secoua la tête. « C'est à cause de votre mari. » Le monde de Lina s'arrêta. « Qu'est-ce qui se passe avec Diego ?» Antoine fit un pas vers elle. « J'ai examiné des documents. » Lina sentit un frisson lui parcourir le corps. « Quels documents ?» Antoine déglutit. « L'entreprise de construction où il travaillait avait une participation de ma société. » Le silence fut absolu. Lina le regarda comme si elle ne comprenait pas. « Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?» Antoine soutint son regard. « Que j'étais indirectement impliqué. » L'expression de Lina changea. La peur céda la place à quelque chose de plus profond. La douleur, puis lentement une rage contenue. « Vous saviez ?» demanda-t-elle d'une voix brisée. « Non », répondit-il avec fermeté, « mais cela ne m'exonère pas. » Lina recula d'un pas. « Mon mari est mort parce qu'il n'avait pas d'équipement de sécurité. » Antoine hocha la tête. « Je sais. Et personne ne nous a aidés. » Antoine serra les poings. « Ça aussi je le sais. » Des larmes commencèrent à couler sur les joues de Lina. « Et maintenant ?» demanda-t-elle. « Vous allez me dire que vous êtes désolé ?» Antoine sentit le poids de la culpabilité comme une pierre dans la poitrine. « Je vais faire quelque chose. » Lina laissa échapper un rire amer. « Après 2 ans ?» Antoine soutint son regard sans le détourner. « Oui, même s'il est tard. » La tension remplit l'arrière-cuisine. Lina respirait avec difficulté. « Mon mari faisait confiance à cette entreprise, » murmura-t-elle. Il pensait qu'elle était sûre. Antoine ferma les yeux une seconde. « J'avais confiance aussi, » admit-il. Lina releva le menton. « La différence, c'est que vous n'avez rien perdu. » Cette phrase le transperça parce qu'elle avait raison.
Mais quelque chose était en train de changer et le passé, qui semblait enfoui, commençait à exiger des réponses. Lina essuya ses larmes avec la manche de son uniforme. « Je ne veux pas de votre pitié. » Antoine fit un pas de plus. « Je ne vous offre pas la pitié, je vous offre la justice. » Le mot résonna de nouveau, mais cette fois ce n'était pas seulement le salaire, c'était la vérité. Et la vérité signifiait affronter des intérêts, des partenaires, des entreprises, des contrats. Et quand la vérité commence à bouger, elle secoue les structures. Et cette structure était l'empire d'Antoine Delacroix. Ce qu'aucun des deux ne savait encore, c'est que Construction de la Vallée était sur le point de conclure un nouveau contrat millionnaire et qu'exposer des irrégularités pourrait en couler beaucoup. La question n'était plus de savoir si Antoine était prêt à aider Lina. La question était de savoir combien il était prêt à perdre. Et quand un grand entrepreneur décide d'affronter son propre système, la guerre ne tarde pas à commencer. L'arrière-cuisine resta silencieuse après ces mots. Lina restait immobile, les yeux brillants d'une rage contenue, tandis qu'Antoine soutenait son regard sans le détourner. Pour la première fois, il n'y avait pas de hiérarchie entre eux, seulement deux personnes face à une vérité qui faisait trop mal. « Qu'est-ce que ça signifie exactement ?» demanda Lina finalement d'une voix basse mais ferme. « Que vous gagnez de l'argent pendant que mon mari travaillait sans sécurité ?» Antoine ne répondit pas immédiatement. Les mots justes n'existaient pas, seulement la vérité. « Cela signifie que j'ai investi dans une entreprise que je n'ai pas supervisée comme il le fallait, admit-il, que j'ai fait confiance à des rapports sans les remettre en question et que j'ai indirectement bénéficié d'un système qui a failli. » Lina déglutit. Le poids des années revint comme un coup. « A failli ?» répéta-t-elle presque dans un murmure. Ce n'était pas une faute, c'était de la négligence. Antoine sentit l'impact de ce mot. Négligence. Elle fit un pas vers lui, mais pas comme une subordonnée, comme une veuve. Mon mari n'est pas mort par malchance. Il est mort parce que quelqu'un a décidé d'économiser sur la sécurité. L'air devint plus lourd. Antoine inspira profondément. Je sais. Non, vous ne savez pas, répliqua-t-elle avec fermeté. Vous n'avez pas vu comment ils l'ont ramené enveloppé dans un drap. Vous n'avez pas entendu mes enfants demander pourquoi papa ne se réveillait pas. Antoine baissa les yeux une seconde, mais les releva ensuite. Je ne l'ai pas vécu, admit-il. Mais cela ne signifie pas que je ne puisse pas assumer ce qui me revient maintenant. Lina secoua lentement la tête. Ce qui me revient est déjà passé. Cette phrase fut comme une sentence. Le silence se prolongea plusieurs secondes. Dehors, le bruit lointain d'une automobile entrant au garage rompit la tension. Antoine parla d'une voix plus basse. L'enquête interne a été classée sans suite, ni indemnisation formelle. Cela n'aurait pas dû arriver. Lina le regarda avec surprise. « Comment savez-vous cela ?»« J'ai lu les rapports. » Elle sentit que le sol bougeait sous ses pieds. « Je n'ai jamais pu accéder à ces documents. » Antoine serra la mâchoire. « Parce que quelqu'un ne voulait pas que vous les voyiez. » L'idée commença à prendre forme dans l'esprit de Lina. Pendant 2 ans, elle avait accepté la version officielle. Accident inévitable, malchance, manque de preuves. Mais maintenant, avec les documents en main d'un homme qui avait accès au pouvoir, l'histoire commençait à changer. « Qu'avez-vous trouvé exactement ?» demanda-t-elle. Antoine se dirigea vers la sortie de l'arrière-cuisine. « Venez avec moi. » Elle hésita une seconde, mais le suivit jusqu'au bureau. En entrant, elle sentit le contraste. Bois sombre, haute bibliothèque, diplômes encadrés, un bureau qui respirait l'autorité. Antoine ferma la porte, ouvrit le dossier sur le bureau et le tourna vers elle. Lina s'approcha d'un pas incertain. Ses mains tremblaient en touchant le papier. Rapport d'accident du travail. Diego Dubois. Ses yeux parcoururent rapidement les lignes. Manque de harnais certifié. Supervision insuffisante. Registre de maintenance incomplet. Lina sentit qu'elle manquait d'air. « Ça n'est pas ce qu'ils nous ont dit », murmura-t-elle. Antoine secoua la tête. L'enquête a été classée comme un incident isolé, mais les rapports internes montrent de multiples avertissements préalables sur la sécurité. Lina leva lentement les yeux. Multiples? Antoine hocha la tête. Au moins 3 rapports antérieurs signalaient des risques dans la structure des échafaudages. Les mains de Lina se mirent à trembler plus fort. « Alors il savait », dit-elle presque sans voix. « Certains oui, et personne n'a rien fait. » Antoine garda le silence. Ce silence fut une réponse suffisante. Lina sentit une vague de rage monter dans sa poitrine. « Mon mari est mort parce que quelqu'un a décidé de ne pas dépenser pour de nouveaux harnais. » Antoine ferma les yeux une seconde. « C'est possible ?» Le mot « possible » fut comme du sel sur une blessure. « Possible ?» répéta-t-elle avec incrédulité. « Vous avez des preuves ?» Antoine la regarda avec sérieux. « J'ai des indices. Mais pour les transformer en preuves formelles, nous avons besoin d'un audit externe. » Lina recula d'un pas. « Audit ? Oui. Et cela implique d'exposer des irrégularités qui peuvent affecter des contrats en cours. » Lina comprit immédiatement. « Et cela affecterait votre entreprise ?» Antoine n'hésita pas.
Oui. Elle l'observa en silence. Alors, pourquoi le faire? Antoine la regarda comme si la réponse était évidente. Parce que ce qui est juste n'est pas toujours ce qui est commode. Lina sentit quelque chose se briser en elle. Pendant des années, elle avait appris que les puissants choisissaient toujours ce qui était commode. « Et votre frère ?» demanda-t-elle. « Ne semblait pas d'accord ?» Antoine laissa échapper une légère expiration. « Mathieu pense en chiffres. Moi aussi, pendant longtemps. Et maintenant ?» Antoine regarda le document sur le bureau. « Maintenant, je vois un nom, celui de votre mari. » Le silence remplit à nouveau la pièce. Lina se laissa tomber sur la chaise devant le bureau. « Si vous ouvrez cette enquête, il y aura des conséquences. » Antoine hocha la tête. « Pour tout le monde, même pour vous. » « Oui. » Lina inspira profondément. « Je ne veux pas que vous perdiez votre entreprise à cause de moi. » Antoine leva les yeux. « Ce ne serait pas à cause de vous. Ce serait à cause d'une vérité qui aurait dû être affrontée il y a des années. » Lina serra les lèvres. « Et si vous ne parvenez à rien prouver ?» Antoine soutint son regard. « Alors au moins, nous aurons essayé de rendre justice. » Le mot réapparut, mais cette fois il avait un poids différent. Depuis le couloir, on entendit des pas précipités. La porte s'ouvrit sans prévenir. Mathieu entra, l'air dur. « Que se passe-t-il ici ?» Son regard se porta directement sur Lina assise devant le bureau. « Pourquoi est-elle dans ton bureau à examiner des documents confidentiels ?» Antoine se leva. « Parce que ces documents parlent de son mari. » Mathieu fronça les sourcils. « C'est de la folie. » Lina essaya de se lever. Mais Antoine leva une main. « Restez. » Mathieu fit un pas en avant. « Tu ne peux pas mêler des affaires personnelles à des investissements stratégiques. » Antoine répondit avec un calme ferme. « Ce ne sont pas des affaires personnelles, ce sont des affaires éthiques. » Mathieu laissa échapper un rire ironique. « L'éthique ne paie pas les salaires. » Antoine le regarda avec une détermination que Mathieu n'avait jamais vue auparavant. « Mais le manque d'éthique peut tout détruire. » Mathieu serra les dents. « Si tu ouvres cet audit, les actionnaires principaux peuvent se retirer. » « Qu'ils le fassent. » La phrase tomba comme une bombe. Mathieu resta silencieux. « Es-tu prêt à risquer des millions pour une employée ?» Antoine répondit sans hésiter. « Je suis prêt à risquer des millions pour une vie qui a été traitée comme jetable. » Mathieu l'observa longuement, puis parla d'un ton froid. « Si tu fais ça, tu ne pourras pas compter sur moi. » Antoine soutint son regard. « Je comprends. » Mathieu sortit du bureau en claquant la porte. Le silence qui s'ensuivit était lourd. Lina regarda Antoine. « Je ne veux pas être la raison d'une dispute entre vous. » Antoine secoua la tête. « La dispute n'est pas à cause de vous, c'est à cause de la façon dont nous avons géré les choses. » Lina inspira profondément. « Qu'allez-vous faire maintenant ?» Antoine prit le téléphone. « Contactez un auditeur indépendant aujourd'hui même. » Lina sentit un mélange de peur et d'espoir. « Ça peut prendre des mois. » Antoine hocha la tête. « Mais ça commencera aujourd'hui. » Elle le regarda avec intensité. « Si ça tourne mal, vous pouvez perdre beaucoup. » Antoine la regarda avec une sérénité nouvelle. « Ai-je besoin de perdre quelque chose pour retrouver ce qui compte ?» Les mots la laissèrent sans réponse. Quelques heures plus tard, tandis que l'auditeur était contacté et que les premiers mouvements commençaient à se faire sentir, la maison semblait tranquille de l'extérieur, mais à l'intérieur tout bougeait. Léa entra en courant dans le bureau sans frapper. « Papa, je peux te montrer quelque chose ?» Antoine s'agenouilla pour la regarder à hauteur d'yeux. « Bien sûr, princesse. » Elle lui montra un dessin. C'était une grande maison avec 3 personnages dehors, une petite fille, une femme avec un tablier et un homme. « C'est nous, » dit-elle en souriant. « Lina habite aussi ici. » Lina, qui était à la porte, l'air préoccupé, sentit son cœur s'arrêter. Antoine regarda le dessin en silence. L'image était simple, mais puissante. « Pourquoi as-tu dessiné Lina ici ?» demanda-t-il. Léa le regarda comme si la question était absurde. « Parce qu'elle prend soin de nous. » L'innocence de la petite laissa le message clair. Lina sentit des larmes monter à ses yeux. Antoine regarda le dessin avec une décision qui se formait en lui. Il ne s'agissait pas seulement de justice légale, il s'agissait de famille, mais tout le monde ne verrait pas cette décision d'un bon œil. Ce même après-midi, Mathieu reçut un appel d'un des principaux actionnaires de l'entreprise de construction. « On nous a informé qu'Alcazar demandait un audit externe », dit la voix de l'autre côté. « C'est vrai ?» Mathieu regarda par la fenêtre de son bureau. « Oui, cela pourrait générer des problèmes réglementaires. » Mathieu garda le silence. « Si cela avance, il y aura des conséquences pour tout le monde, » avertit l'actionnaire. Mathieu serra le téléphone. « Je sais. » Il raccrocha lentement. Il savait qu'Antoine franchissait une ligne, et quand quelqu'un de puissant franchit une ligne, les autres essaient de l'arrêter. Cette nuit-là, Lina retourna dans sa petite chambre, s'assit sur le lit en regardant le bracelet avec les initiales S et M, ses enfants. Elle pensa à ce qui se passait, elle pensa à Diego, elle pensa à la possibilité que la vérité éclate enfin. Mais elle pensa aussi au danger, car exposer la corruption dans une grande entreprise de construction
n'était pas un jeu. Cela pouvait entraîner des représailles et Antoine était prêt à les affronter. La question était-elle prête à ce qui allait arriver? Car quand la vérité commence à percer, il n'y a plus de retour en arrière. L'audit commença plus rapidement que tous ne l'avaient imaginé. 2 jours après cette conversation dans l'arrière-cuisine, une équipe externe arriva aux bureaux centraux des constructions de la vallée à Lyon. Ils n'annoncèrent pas de scandale, ne suscitèrent pas de soupçons publics. Ils arrivèrent en costume discret, avec des porte-documents fermés et une liste détaillée de demandes, registres de maintenance, contrats de sécurité, rapports internes antérieurs à l'accident de Diego Dubois. La nouvelle tomba comme une pierre dans un lac tranquille. Dans la salle de réunion des constructions de la vallée, le directeur des opérations, Arnaud Mercier, regardait les documents, les sourcils froncés. « Qui a autorisé cela » demanda-t-il d'une voix sèche. « Delacroix » répondit l'un des avocats. « Il a exigé une révision immédiate. » Arnaud serra la mâchoire. Cela n'était pas dans les accords. C'est un actionnaire minoritaire. Il a le droit de demander un audit extraordinaire s'il existe des indices d'irrégularité. Arnaud frappa doucement la table du bout des doigts. Cela peut nous détruire. Pendant ce temps, à l'hôtel particulier, Lina tentait de maintenir la routine comme si rien ne se passait. Elle préparait le repas, rangeait les chambres, aidait Léa avec ses devoirs. Mais son esprit était ailleurs. Chaque fois que le téléphone d'Antoine sonnait, son cœur s'accélérait. Chaque fois qu'elle voyait son expression tendue en sortant du bureau, elle sentait que le passé approchait comme une tempête inévitable. Cet après-midi-là, Antoine la rappela au bureau. Elle entra avec le même nervosisme que toujours, mais maintenant il y avait autre chose. L'attente. « Y a-t-il des nouvelles ?» demanda-t-elle à voix basse. Antoine la regarda avec sérieux. « Oui. » Le silence se fit lourd. Les auditeurs ont trouvé quelque chose d'important. Lina sentit qu'elle manquait d'air. « Quoi ?» Antoine tourna l'écran de l'ordinateur portable vers elle. Des emails internes, des communications entre superviseurs des semaines avant l'accident. Lina s'approcha lentement, lut une ligne qui la fit frissonner. Remplacer les harnais implique des retards et des coûts supplémentaires, maintenir l'équipement actuel jusqu'à la phase suivante. La date était claire. 1 mois avant la mort de Diego, Lina porta une main à sa bouche. « Il savait », murmura-t-elle. Antoine hocha la tête avec gravité. Il y avait des avertissements formels sur l'usure de l'équipement. Ils ont décidé de reporter l'investissement. Les jambes de Lina tremblèrent. Elle se laissa tomber sur la chaise. « Mon mari est mort pour économiser de l'argent. » La phrase était presque inaudible, mais suffisamment forte pour briser quelque chose à l'intérieur du bureau. Antoine s'assit en face d'elle. Ce n'est plus seulement de la négligence, c'est de la dissimulation. Lina le regarda, les yeux remplis de larmes contenues. Que va-t-il se passer maintenant? Antoine inspira profondément. Si les auditeurs confirment une responsabilité directe, l'affaire peut être rouverte légalement. Elle ressentit un choc interne. Après 2 ans? Oui, avec de nouvelles preuves, c'est possible. Lina ferma les yeux. Pendant 2 ans, elle s'était forcée à accepter que ce fut un accident inévitable. Elle s'était répété cette version pour pouvoir continuer, pour ne pas devenir folle de rage. Et maintenant, la vérité rouvrait une blessure qui n'avait jamais cicatrisé. Si cela éclate, dit-elle lentement, l'entreprise peut fermer. Antoine soutint son regard. Elle peut perdre des contrats, elle peut faire face à des poursuites. Et vous aussi. Le silence revint. Lina baissa les yeux. Je ne veux pas gâcher votre vie. Antoine secoua la tête avec fermeté. Ma vie n'est pas gâchée en affrontant la vérité. Elle le serait si je l'ignorais. Elle l'observa avec un mélange de gratitude et de peur. Pourquoi faites-vous cela réellement? Demanda Lina. Antoine prit une seconde avant de répondre. Parce que cette nuit-là, dans l'arrière-cuisine, j'ai compris quelque chose. Il ne s'agissait pas seulement de faim, il s'agissait de dignité. Et si je ferme les yeux là, dessus, je continuerai à faire partie du même système qui a permis la mort de votre mari. Lina sentit les larmes s'échapper enfin. Je voulais juste que quelqu'un reconnaisse que ce n'était pas de sa faute, murmura-t-elle, que ce n'était pas une négligence de Diego. Antoine hocha la tête. Ce n'était pas sa faute. Cette affirmation, dite avec conviction, fut comme un baume douloureux, mais l'atmosphère était loin de se calmer. Ce même soir, Mathieu entra dans le bureau avec une expression alarmée. « Les actionnaires sont furieux », annonça-t-il. « Arnaud Mercier menace de te poursuivre pour atteinte à la réputation. » Antoine ne bougea pas. « Qu'il le fasse. » Mathieu le regarda incrédule. « Ça peut dégénérer dans les médias. » « Peut. Être que ça doit le faire. » Mathieu fit un pas en avant. « Es-tu prêt à transformer ça en scandale national ?» Antoine répondit avec une sérénité ferme. « Si cela signifie que d'autres travailleurs ne meurent pas pour économiser sur la sécurité. » « Oui. » Mathieu l'observa longuement. « Je ne t'avais jamais vu comme ça. » Antoine baissa brièvement les yeux. « Moi non plus. » Lina, qui écoutait depuis le couloir sans le vouloir, ressentit un mélange de vertige et de détermination. La vérité éclatait, mais à chaque révélation, le risque augmentait.
Et quelque part à Lyon, Arnaud Mercier passait des appels urgents cherchant des alliés, essayant de freiner l'inévitable. Car quand l'argent est en jeu, la morale devient une menace. Et maintenant la menace avait un nom, Diego Dubois. La question n'était plus de savoir s'il y avait eu négligence. La question était de savoir qui d'autre savait et qui serait prêt à mentir pour tout protéger. La pression commença à se faire sentir comme un battement de cœur constant à l'hôtel particulier de la Croix. Ce n'était pas visible. Il n'y avait pas encore de journaliste à la porte, pas de gros titres, mais le téléphone d'Antoine n'arrêtait pas de sonner, et chaque appel apportait le même avertissement déguisé en conseil. « Réfléchis bien, cela peut se retourner contre toi. Il y a trop d'intérêt en jeu. » Mais ce n'était plus seulement une question d'affaires. C'était le nom de Diego Dubois sur un document officiel. C'était une décision qui, des années auparavant, avait privilégié les économies au détriment de la vie. Ce matin-là, les auditeurs revinrent avec un rapport préliminaire bien plus accablant qu'Antoine ne l'avait imaginé. Dans le bureau, l'ambiance était lourde. Lina était présente, cette fois par décision expresse d'Antoine, non pas comme employé, mais comme partie lésée. L'auditeur principal, un homme en costume gris nommé Étienne Rivas, ouvrit son dossier. « Nous avons identifié de multiples irrégularités, dit-il d'une voix technique, mais ferme. Pas seulement dans le cas de M. Diego Dubois. » Antoine fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire ?» Étienne posa plusieurs documents sur la table. Il y a eu au moins 4 accidents précédents sur le même chantier, tous liés à des défaillances d'équipement de sécurité. Aucun n'a été officiellement signalé aux autorités du travail. Lina sentit un frisson lui parcourir le dos. « 4, murmura-t-elle. « Oui, répondit Étienne, et dans 2 d'entre eux, il y a eu des blessures graves. » Antoine ferma les yeux une seconde. Ce n'était plus une tragédie isolée, c'était un schéma. « Qui autorisait les décisions concernant le budget de sécurité ?» demanda Antoine. Étienne tourna une page. « Le directeur des opérations, Arnaud Mercier. Mais nous avons également trouvé des emails où il mentionne la nécessité de maintenir les marges de rentabilité exigées par les investisseurs. » Le silence tomba comme une chape de plomb. Antoine comprit ce que cela impliquait. Ce n'était pas seulement une négligence opérationnelle, c'était une pression financière. « Vous vous référez à nous ?» demanda-t-il d'une voix maîtrisée. Étienne soutint son regard. « Votre entreprise figurait parmi les actionnaires qui sollicitaient une augmentation de rendement trimestriel. » L'air sembla quitter le bureau. Lina regarda Antoine. Non pas avec haine, avec dévastation. Antoine sentit un coup interne plus fort que tous les précédents. « Vous dites que la pression de rentabilité a influencé la réduction des coûts de sécurité ?» demanda-t-il. « C'est hautement probable, » répondit Étienne. Les emails suggèrent clairement. L'un des documents fut glissé vers Lina. Elle le prit de ses mains tremblantes. Elle lut une phrase soulignée. « Si nous n'ajustons pas les dépenses opérationnelles, les investisseurs retireront leur soutien. » La date était 2 semaines avant l'accident. Lina sentit que le monde s'inclinait. « Donc ce n'était pas seulement le directeur, » dit-elle d'une voix à peine audible. C'était tout un système. Antoine ne put soutenir son regard cette fois-ci parce qu'il comprit quelque chose de dévastateur, bien qu'il n'ait signé aucun ordre direct, bien qu'il n'ait pas été présent sur le chantier. Le système qu'il avait aidé à construire avait créé la pression qui avait fini par tuer Diego. Le silence se prolongea plusieurs secondes. Légalement, continua Étienne, la responsabilité directe incombe à la direction opérationnelle, mais médiatiquement et éthiquement, cela peut s'aggraver. Antoine hocha lentement la tête. Recommandation. Si vous décidez d'aller de l'avant, vous devez être prêt pour une bataille juridique et pour que votre nom apparaisse dans les titres de presse avec l'affaire. Lina leva les yeux. Des titres de presse ? Répéta-t-elle. Étienne la regarda avec respect. Oui, ce n'est plus seulement un audit interne. Quand l'auditeur se retira, le bureau resta silencieux. Antoine restait debout près de la fenêtre, regardant le jardin impeccable, qui semblait maintenant ironique. Lina restait assise, le document toujours dans les mains. « Vous ne saviez pas », dit-elle finalement, brisant le silence. Antoine ne répondit pas immédiatement. « Je ne le savais pas », admit-il, « mais j'ai fait partie de l'engrenage. » Lina inspira profondément. « Diego faisait confiance à votre entreprise. » Cette phrase fut comme une lame. Antoine ferma les yeux. « Moi, j'avais confiance que mes partenaires agissaient avec éthique. » Lina se leva lentement. « Allez-vous continuer ?» Antoine se tourna vers elle. « Oui, même s'il m'accuse. Oui, même si je perds des contrats. Oui. » Lina l'observa en silence un long moment. « Alors, ce n'est plus seulement pour mon mari. » Antoine secoua doucement la tête. « Non, c'est pour tous les travailleurs qui sont encore là. » À cet instant, le téléphone sonna. Antoine regarda l'écran. Arnaud Mercier. Il répondit. « Delacroix, » dit Arnaud d'une voix tendue. « Il faut qu'on parle. Je vous écoute. Wallace Fiwanas. » Vous allez beaucoup trop loin. Antoine ne répondit pas. L'audit a déjà atteint l'inspection du travail.
continua Arnaud. Savez-vous ce que ça signifie? Que la vérité éclate, répondit Antoine avec un calme ferme. Arnaud laissa échapper un rire amer. La vérité ne paie pas des indemnisations mirobolantes. Antoine serra le téléphone. Le mensonge coûte des vies. Il y eut un silence lourd de l'autre côté. Si vous continuez, je vous traînerai avec moi, avertit Arnaud. Vous ne sortirez pas indemne de tout ça. Antoine regarda Lina. Je ne cherche pas à sortir indemne. Je cherche à ce que la vérité éclate. Il raccrocha. Lina sentit le poids de la menace. Ce n'est pas seulement un entrepreneur fâché, dit-elle. C'est quelqu'un de puissant. Antoine hocha la tête. Et le pouvoir est dérangé quand il se sent exposé. Cette nuit-là, la première nouvelle apparut sur un site d'information en ligne. Construction de la vallée sous enquête pour possibles irrégularités en matière de sécurité du travail. Le nom de Diego Dubois figurait dans l'article. Lina le lut depuis sa petite chambre. Ses mains tremblaient. Pour la première fois, le nom de son mari n'était pas accompagné du mot « accident ». Il était accompagné du mot « enquête ». Des larmes coulèrent sur son visage. Ce n'était pas seulement de la douleur, c'était de la réhabilitation. À l'étage, Mathieu faisait les 100 pas dans son bureau. « C'est un désastre », murmurait-il. Antoine entra sans frapper. « Ce n'est pas un désastre, c'est une conséquence. » Mathieu le regarda avec frustration. « Les actionnaires retirent des capitaux par précaution. Qu'ils le fassent. Tu pourrais perdre des millions. » Antoine s'approcha. « Si ces millions sont construits sur des silences comme celui-ci, alors ils ne valent rien. » Mathieu l'observa en silence. « Je n'aurais jamais cru que tu dirais ça. » Antoine inspira profondément. « Moi non plus. » En bas, dans la salle à manger, Léa dessinait de nouveau. Lina s'assit à côté d'elle. « Pourquoi pleures-tu » demanda la petite avec innocence. Lina sourit faiblement, parce que parfois les choses tristes commencent à s'améliorer un petit peu. Léa inclina la tête. « C'est à cause de ton mari » Lina hocha la tête. « Oui. » La petite lui prit la main. « Mon papa a dit qu'il allait faire ce qui est juste. » Lina regarda vers le bureau. Elle savait que cette décision pouvait détruire beaucoup de choses. Mais elle savait aussi qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Cette même aube, un nouveau rapport arriva dans la boîte mail d'Antoine. L'auditeur avait trouvé autre chose. Un document interne marqué comme confidentiel, un mémorandum, où Arnaud Mercier avertissait que si les audits externes examinaient les conditions de sécurité, une responsabilité partagée pourrait être engagée avec les investisseurs qui faisaient pression pour des marges de rentabilité. Antoine ressentit un coup sec, responsabilité partagée. Cela l'incluait, et cette fois non pas comme spectateur, mais comme acteur. Il regarda le document longuement. Il savait que s'il le rendait public, l'impact serait dévastateur pour l'entreprise de construction, pour sa propre entreprise, pour sa réputation, mais il savait aussi que le cacher le transformerait exactement en ce qu'il avait toujours critiqué. Lina frappa doucement à la porte du bureau. « Puis-je entrer » Antoine hocha la tête. Elle entra et remarqua l'expression grave sur son visage. « Que se passe-t-il » Antoine tourna l'écran vers elle. « Ceci. » Lina lut le mémorandum lentement. Quand elle eut terminé, elle leva les yeux. « Alors vous étiez impliqué » Antoine hocha la tête avec une honnêteté brutale. « Indirectement, mais oui. » Le silence se fit éternel. Lina inspira profondément. « Qu'allez-vous faire » Antoine la regarda fixement. « L'assumer. » Le mot tomba comme une déclaration définitive. Lina sentit que le sol disparaissait sous ses pieds, car cette décision changerait tout, non seulement son histoire, mais celle d'un homme qui était prêt à affronter son propre empire. Et quand un grand entrepreneur décide de faire s'écrouler les structures qui le soutiennent, le monde tremble. Mais la vérité commence enfin à respirer. La nouvelle éclata comme un coup de tonnerre à l'aube. Actionnaire reconnaît une pression financière liée à la réduction des mesures de sécurité dans les constructions de la vallée. Le nom d'Antoine Delacroix apparut dans les titres nationaux. Certains le qualifièrent de courageux, d'autres d'imprudent, certains l'accusèrent directement d'hypocrisie. Mais ce que personne ne savait, c'est que cette confession publique n'avait pas été facile. La nuit précédente, dans son bureau, Antoine était resté assis pendant des heures devant une caméra. Un message enregistré, sans conseiller, sans avocat, corrigeant des phrases, seul lui et la vérité. Mon nom est Antoine Delacroix. Il avait commencé d'une voix ferme, mais sincère. Pendant des années, j'ai fait partie d'un système qui a privilégié la rentabilité au détriment de la sécurité, bien que je n'ai signé aucun ordre direct. Je reconnais que la pression financière générée par les investisseurs a contribué à des décisions qui ont coûté des vies, parmi lesquelles celle de Diego Dubois. En prononçant ce nom en public, quelque chose changea en lui. Ce n'était plus une donnée dans un rapport, c'était un homme, un mari, un père. La diffusion devint virale en quelques heures. À l'hôtel particulier, l'ambiance était lourde. Mathieu marchait, le téléphone collé à l'oreille. « Nous perdons des contrats », murmurait-il avec tension. « 3 ont déjà été annulés. »
Antoine l'écoutait sans réagir. « Te rends-tu compte de ce que tu as fait » s'exclama Mathieu finalement. « Tu as admis ta responsabilité devant tout le pays. » Antoine le regarda avec sérénité. Admettre une responsabilité morale, c'est suffisant pour que les avocats montent des procès. Alors, qu'ils les montent. Mathieu l'observa avec incrédulité. « Tu pourrais perdre tout ce que nous avons construit. » Antoine inspira profondément. « Si ce que nous avons construit repose sur des silences injustes, alors être mérite-t-il de s'effondrer. » Le silence entre les frères fut long. « Je ne te reconnais pas, » murmura Mathieu. Antoine baissa le regard un instant. « Moi non plus. Je ne me reconnaissais pas avant. » Dans la cuisine, Lina regardait la retransmission sur la petite télévision utilisée par les employés. Elle entendit son propre nom mentionné, Lina Dubois, veuve du travailleur décédé. Ses mains tremblèrent. Elle n'avait jamais imaginé que l'histoire de Diego sortirait de l'ombre. Elle n'avait jamais imaginé que l'homme le plus puissant de la maison se mettrait devant les caméras et prononcerait son nom avec respect. Léa entra en courant. « Lina, mon papa est à la télé. » Lina sourit faiblement. « Je sais, mon amour. » La petite regarda l'écran. « Il dit la vérité, n'est-ce pas ?» Lina hocha la tête. « Oui, il dit la vérité. Mais la vérité n'apporte pas seulement du soulagement. Elle apporte des conséquences. » Ce même après-midi, Arnaud Mercier convoqua une conférence de presse. D'un geste ferme, il nia toute responsabilité directe et annonça que l'entreprise de construction engagerait des poursuites judiciaires contre Antoine pour déclaration préjudiciable et sans fondement. Le conflit n'était plus privé, il était public, et quand le pouvoir est exposé, il réagit. À l'hôtel particulier, une voiture sombre se gara devant le portail principal. Un homme en costume descendit avec un dossier à la main, un huissier de justice. Mathieu reçut le document avec un visage pâle. « Assignation pour dommages et intérêts » annonça-t-il d'une voix sèche. « Je te l'avais dit. » Antoine prit l'enveloppe sans trembler. Lina observait de loin, le cœur serré. « Je ne veux pas que ça vous ruine la vie » murmura-t-elle quand ils furent seuls. Antoine la regarda avec un calme inattendu. « Ma vie était déjà ruinée, je ne le savais juste pas. » Elle fronça les sourcils. « Vous aviez du succès, de l'argent, une entreprise solide. » Antoine secoua doucement la tête et j'étais vide. Lina garda le silence. « La nuit où je vous ai vu dans l'arrière-cuisine, » continua-t-il, « j'ai compris quelque chose. Ce n'était pas seulement votre faim, c'était mon indifférence. » Lina sentit les mots lui transpercer la poitrine. « Je ne voulais pas que vous vous sentiez coupable, » dit-elle. Antoine la regarda fixement. « Je ne me sens pas coupable d'éprouver de la compassion. Je me sens responsable de ne pas l'avoir ressenti plus tôt. » Le téléphone sonna de nouveau. Cette fois, c'était une chaîne nationale demandant une interview en direct. Antoine accepta. Mathieu le regarda avec désespoir. « Tu vas continuer à t'exposer » Antoine hocha la tête. « Oui. » Quelques heures plus tard, dans un studio de télévision à Paris, Antoine s'assit en face de la journaliste. « Monsieur Delacroix, commença-t-elle, pourquoi assumer une responsabilité que légalement vous pourriez éviter ?» Antoine soutint son regard. « Parce que la légalité ne coïncide pas toujours avec la justice. Êtes-vous prêt à faire face aux conséquences financières ? Oui. Et personnelles ? » Antoine inspira profondément. « J'affronte déjà la conséquence d'avoir vécu trop longtemps sans remettre en question mes décisions. » L'interview se termina par une phrase qui devint virale. « Il ne s'agit pas de perdre de l'argent. Il s'agit de retrouver son humanité. » Pendant ce temps, à Clermont-Ferrand, la mère de Lina regardait la télévision, les larmes aux yeux. « Ma fille » murmura-t-elle au téléphone quand elle appela. Pour la première fois, quelqu'un reconnaît que Diego n'était pas coupable. Lina pleura en silence. « Oui, maman, enfin. » Mais la pression continuait d'augmenter. Des actionnaires commencèrent à retirer des capitaux. Les actions de l'entreprise d'Antoine chutèrent en bourse. Mathieu l'affronta de nouveau. « C'est une chute libre !» Antoine regarda les chiffres à l'écran. « Peut-être avions-nous besoin de tomber pour nous relever différemment ?» Mathieu resta sans voix. Dans la nuit, Antoine monta à la chambre de Léa. La petite était réveillée. « Papa, tu es triste ?» Antoine s'assit à côté d'elle. « Un peu, parce qu'il te gronde à la télé. » Antoine sourit doucement. « Pas exactement. Alors pourquoi ?» Antoine lui prit la petite main. « Parce que faire ce qui est juste fait parfois mal. » Léa le regarda avec un sérieux enfantin. « Mais tu me dis toujours de dire la vérité. » Antoine sentit une boule dans la gorge. « Et c'est ce que je fais. » La petite l'étreignit. « Alors je suis fier de toi. » Cette phrase fut plus puissante que n'importe quel contrat perdu. En bas, dans la chambre de service, Lina s'assit sur le lit, le bracelet en fil entre les doigts. Elle pensa à Diego. Elle pensa à la façon dont il lui disait toujours que l'important était de vivre avec dignité. Elle pensa à Antoine affrontant le monde et comprit quelque chose. Ce n'était plus seulement la justice pour son mari, c'était une transformation. Dans le bureau, Antoine signait des documents avec décision. Restructuration interne, création d'un fonds permanent de sécurité du travail pour toutes les entreprises liées, supervision externe obligatoire.
Mathieu l'observait en silence. « Tu vas vraiment changer tout le modèle ?» Antoine hocha la tête. « Oui, ça réduira les bénéfices. »« Alors nous réduirons les bénéfices. » Mathieu soupira profondément. « Je n'aurais jamais cru que je devrais choisir les principes plutôt que les profits. » Antoine leva les yeux. « Je n'aurais jamais cru comprendre que sans principe, les profits ne signifient rien. » Dehors, la presse commençait à diviser les opinions. Certains entrepreneurs critiquaient sa position, d'autres commençaient à revoir leurs propres pratiques. La vague ne pouvait plus être arrêtée, et au milieu de cette tempête, Lina cessa de se sentir invisible, non par célébrité, mais parce que la vie de Diego était reconnue comme précieuse. Ce soir-là, Antoine se dirigea vers l'arrière-cuisine, s'arrêta à la porte, se souvenant de la première scène, la femme assise par terre, l'assiette de reste, la honte, et comprit que cette image avait été le début de tout. Lina apparut derrière lui. « Vous pensez à cette nuit-là » demanda-t-elle doucement. Antoine hocha la tête. « Oui, moi aussi. » Ils se regardèrent en silence. « Merci, » dit Lina finalement. Antoine secoua doucement la tête. « Ne me remerciez pas d'avoir fait ce que j'aurais dû faire depuis le début. » Lina inspira profondément. « Quand même, merci. » Le silence n'était plus tendu. Il était humain. La bataille juridique ne faisait que commencer. Les pertes financières étaient réelles, mais quelque chose de plus grand se produisait. Un homme cessait d'être seulement un grand entrepreneur. Il apprenait à être juste. Et quand la justice devient une décision, le pouvoir change de signification. Mais ce qu'aucun des deux ne savait encore, c'est que la plus grande épreuve ne serait pas la chute économique, ce serait la menace qui allait arriver de ceux qui n'étaient pas prêts à laisser la vérité avancer. La menace arriva une semaine après l'interview nationale. Ce ne fut pas public, ce ne fut pas légal, ce fut silencieux. Une enveloppe sans expéditeur apparut dans le bureau d'Antoine. À l'intérieur, une seule feuille imprimée de lettres froides. « Retirez-vous maintenant, ou vous perdrez plus que de l'argent. » Antoine tint le papier longuement sans rien dire. Il n'était pas naïf. Il savait que toucher de grands intérêts entraînait toujours des conséquences. Mais voir la menace écrite, concrète, dirigée, était différent. Mathieu fut le premier à parler en lisant le message. « Ce n'est plus seulement une question de réputation, » dit-il à voix basse. « C'est dangereux. » Antoine hocha la tête. « Je sais. Tu pourrais t'arrêter là, » insista Mathieu. « Tu as déjà fait assez. Tu as admis des erreurs. Tu as créé le fonds de sécurité. Tu n'as pas besoin de te détruire complètement. » Antoine regarda par la fenêtre du bureau. Le jardin restait impeccable. Le monde extérieur semblait calme. Si je m'arrête maintenant, je leur apprends que l'intimidation fonctionne. Mathieu garda le silence. En bas, dans la cuisine, Lina ressentait une étrange inquiétude. Elle avait appris à lire les changements d'énergie dans la maison. Ce matin-là, l'air était tendu. Antoine descendit les escaliers, l'enveloppe à la main. « J'ai besoin de vous parler », dit-il doucement. Lina laissa ce qu'elle faisait. Ils s'assirent dans la salle à manger, le même endroit où tout avait commencé à se transformer. Antoine posa le papier sur la table. Lina le lut lentement, son visage pâlit. « C'est à cause de moi », murmura-t-elle. Antoine secoua la tête. « C'est à cause de ce que nous faisons. » Lina serra les mains. « Je ne veux pas qu'il vous arrive quoi que ce soit, ni à vous, ni à votre fille, à cause de cela. » Antoine la regarda avec fermeté. Léa ne grandira pas dans un monde où son père recule par peur. Lina sentit une boule dans la gorge. Mais il y a des gens puissants derrière ça. Je sais. Le silence fut long. Allez-vous dénoncer la menace ? demanda-t-elle. Oui, et il le fit. Il présenta la lettre aux autorités et la rendit publique. Le geste généra encore plus d'impact médiatique. Certains le qualifièrent d'imprudent, d'autres commencèrent à le soutenir ouvertement. Plusieurs organisations syndicales offrirent leur appui et quelque chose d'inattendu se produisit. D'autres travailleurs commencèrent à parler. Des emails anonymes arrivèrent au parquet. Des témoignages d'ouvriers confirmant des pressions similaires sur d'autres chantiers. L'histoire cessa d'être seulement celle de Diego Dubois. Elle devint un symbole. Pendant ce temps, la situation financière de l'entreprise d'Antoine s'affaiblissait. Actions en chute, contrats suspendus. Mathieu faisait face à des appels constants d'investisseurs furieux. Une nuit épuisé, Mathieu entra dans le bureau sans s'annoncer. « Nous sommes au bord de l'effondrement », dit-il d'une voix brisée. Antoine leva les yeux. « Combien ?» Mathieu inspira profondément. « Si cela continue, nous devrons vendre une partie du groupe. » Le silence était lourd. Antoine ferma les yeux un instant. Toute sa vie, il avait travaillé à étendre cet empire. Maintenant, il était prêt à le voir se réduire. « Fais-le », dit-il finalement. Mathieu le regarda surpris. « Vraiment ? » ?»« Oui. »« Ça ne te fait pas mal. » Antoine y réfléchit quelques secondes. « Ça me ferait plus mal de regarder Lina dans les yeux et de savoir que j'ai reculé. » Mathieu baissa le regard. « Je ne sais pas si je suis aussi fort que toi. » Antoine posa une main sur son épaule. « Il ne s'agit pas de force.
Il s'agit de choisir le type d'homme que tu veux être. Pendant ce temps, à Clermont-Ferrand, Sofia et Matteo regardaient la télévision avec leur grand-mère. « Maman est encore aux infos », dit Sofia. La grand-mère sourit avec une fierté contenue. « Ton papa serait fier. » À Lyon, un appel inattendu changea le cours de tout. C'était le parquet. « Monsieur Delacroix, nous avons suffisamment de preuves pour ouvrir une procédure pénale contre Arnaud Mercier et plusieurs responsables opérationnels. » Antoine ferma les yeux. « Cela inclut la révision de la responsabilité partagée des investisseurs ?» Il y eut un bref silence de l'autre côté. Oui, Antoine savait ce que cela impliquait. Son nom resterait lié à l'affaire. Mais cela signifiait aussi quelque chose de plus grand, une vraie justice. Quand il raccrocha, il chercha Lina. Il la trouva dans le jardin aidant Léa à planter des fleurs. « Lina » appela-t-il doucement. Elle se leva. « Il s'est passé quelque chose ?» Antoine hocha la tête. « L'affaire est formellement rouverte. Il y aura une procédure pénale. » Lina resta immobile. Ses mains commencèrent à trembler. « Vraiment ? » ?»« Oui. » Lina porta une main à sa poitrine. 2 ans de silence. 2 ans à accepter une version qui lui avait toujours semblé incomplète. Maintenant, enfin, la justice agissait. Des larmes commencèrent à couler sur son visage. Antoine ne dit rien, il resta juste là. Léa regarda la scène, confuse. « Pourquoi tu pleures ?» Lina s'agenouilla devant la petite. « Parce que parfois, mon amour, la douleur met du temps à avoir une réponse. Mais quand elle arrive, ça soulage un petit peu. » Léa l'étreignit. Cette image resta gravée dans la mémoire d'Antoine. Une femme qui avait eu faim dans son arrière-cuisine embrassait maintenant sa fille pendant que la justice commençait à agir. Quelques semaines plus tard, Arnaud Mercier fut formellement convoqué. Les documents internes furent révélés. La pression financière fut exposée. La responsabilité partagée fut reconnue dans le dossier. Antoine accepta publiquement sa part morale et économique. Il versa une indemnisation directe à la famille de Lina, au-delà de toute obligation judiciaire, mais il le fit en privé, sans caméra, sans presse. Un jour, il appela Lina au bureau. Sur le bureau, il y avait des documents juridiques et une petite boîte. « L'indemnisation officielle arrivera par la procédure judiciaire », dit-il. « Ceci est indépendant. » Lina ouvrit la boîte. Elle y trouva un contrat de propriété. Un appartement à Lyon à son nom et celui de ses enfants. Lina le regarda sans pouvoir parler. « Ce n'est pas de la charité », précisa Antoine. « C'est une réparation, et c'est aussi une façon de garantir que Sofia et Matteo puissent vivre avec vous. » Lina éclata en sanglots. « Je ne sais pas comment vous remercier. » Antoine secoua doucement la tête. « Ne me remerciez pas. Je suis aussi en train de reconstruire quelque chose. » Et c'était vrai, car tandis que l'empire financier se réduisait, sa vie personnelle se reconstruisait. Il passait plus de temps avec Léa. Il écoutait davantage. Il regardait davantage. Un dimanche, des mois plus tard, l'hôtel particulier n'était plus le même. Ils avaient vendu une partie du groupe d'entreprise. Le rythme était plus tranquille. Lina ne vivait plus dans la chambre de service. Ses enfants étaient arrivés à Lyon. Sofia jouait dans le jardin avec Léa. Matteo courait derrière un ballon. Antoine observait la scène depuis la terrasse. Mathieu s'approcha. « Nous avons beaucoup perdu, » dit-il. Antoine hocha la tête. « Oui, mais tu as aussi gagné quelque chose. » Antoine regarda en bas, là où Lina riait avec les enfants. « Oui, » Mathieu soupira. « Je ne pensais pas que cette fin était possible. » Antoine sourit légèrement. « Moi non plus. » Ce soir-là, tandis que le soleil se couchait sur Lyon, Lina s'approcha d'Antoine. « Sofia veut vous dire quelque chose, » dit-elle. La petite s'approcha timidement. « Merci d'avoir aidé ma maman. » Antoine s'agenouilla pour être à sa hauteur. « Merci de me faire confiance. » La petite sourit et à cet instant, Antoine comprit quelque chose avec une clarté absolue. L'argent construit des murs, mais l'empathie construit des ponts. Cette nuit-là, quand tout le monde fut endormi, Antoine retourna à l'arrière-cuisine. Il resta debout à la porte, se souvenant de l'image qui avait changé sa vie. Une femme se cachant pour manger des restes. Une petite scène, un moment presque invisible, mais suffisant pour faire s'écrouler tout un système en lui. Il inspira profondément et comprit la dernière leçon. Parfois, nous n'avons pas besoin de voir une grande tragédie pour changer. Parfois, il suffit de regarder en face ce que nous avons toujours ignoré. Car le véritable pouvoir ne réside pas dans ce que l'on possède. Il réside dans ce que l'on est prêt à transformer. Quand on découvre que l'on s'est trompé et que la vraie richesse ne se mesure pas en chiffres, elle se mesure en la capacité de reconnaître ses erreurs, d'assumer ses responsabilités et de choisir l'humanité au-dessus de la peur. Si cette histoire laisse quelque chose dans le cœur, que ce soit ceci. Ne sous-estimez jamais l'impact d'un petit acte de conscience, car une décision prise en silence peut changer des destins entiers. Et parfois, le plus grand changement commence quand nous cessons de regarder vers le haut et commençons à regarder dans les yeux ceux qui ont toujours été devant nous.